day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Belbesai. Good day to you, Julian. Bon après-midi à vous, Immaculée Forkoui, mesdames et messieurs. Bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Lutte contre le Covid-19, les mesures prises par le ministre des Transports pour barrer la voie ou pour freiner la propagation du virus se heurtent à l'indifférence des conducteurs de moto taxi astreint à ces mesures. C'est le constat qui a été fait par nos reporters d'Alastiana et Vivien Tonfac dans la ville de Douala. Et à Douala, ce taxi quitte le point de chargement en direction de Bonabéry. Des 6 personnes à bord. 5 n'ont pas de masque de protection faciale. Il y a certains clients, quand tu le demandes, mon frère, va payer le masque là-bas. Il dit, mais pourquoi on ne peut pas me faire un masque dans ta voiture? Ou bien pourquoi dans la voiture, tu peux pas me faire un masque? Oui, on est juste sur le passager, mais ils nous disent que la maladie n'existe pas et qu'il n'y a pas encore eu le cas du coronavirus au Cameroun, que jusqu'ils ont vu. Bon, quand on laisse les trucs du corona là, parce que tu sais, bon, on est obligé de les porter, puisque nous avons travaillé, on ne peut pas laisser un passager parce que maintenant, le travail est dur. Le constat est le même au lieu du rond-point d'Eido et rond-point 4e. Où tout se passe dans le secteur des transports urbains par taxi, comme en temps ordinaire. Pourtant, un récent texte du ministre en charge des transports au Cameroun rend obligatoire le port de cet outil de prévention contre le Covid-19 à toute personne dans un taxi. Mais malgré les mesures coercitives contenues dans le texte, notamment le retrait du permis de conduire à tout contrevenant, les conducteurs de taxi ne manquent pas d'arguments pour justifier leur indifférence vis-à-vis de la décision ministérielle. Nous n'avons pas droit à respecter ces minutes parce que les ministres eux-mêmes sont problème. Dernièrement, il y avait le conseil de Fali, les funérailles sont au village, les buts de 110 places, personne n'y respecte. Vous voyez, du coup, nous n'avons que 5 places. Vous voyez le long bus de 110 places qui transportent des gens sans masque. La preuve en est combien de personnes de masque? Il n'y en a que 2, j'ai transporté plus de 100 personnes qui n'ont pas de masque. Le bon exemple de certains passagers n'est guère suffisant pour susciter une prise de conscience collective. En fait, s'ils n'ont pas de masque, si moi j'ai mon masque, ça va. Entre passer à la répression ou accentuer la sensibilisation, le gouvernement camerounais doit trouver la bonne formule pour enfin se faire écouter. Une paroisse de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun, scellée sur ordre du préfet du Fundi, situé à Nilon au Bastos. Ce temple de Dieu est devenu un temple du désordre et le foyer de rude bataille autour du contrôle de la gestion des fonds de l'Église. Cela fait une dizaine de jours que les démons de la division hantent cette église à tel point que les fidèles ne savent plus où mettre la tête. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Voici la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous sommes le 21 février 2021 et l'une des factions qui lutte pour le contrôle de l'église s'offre un spectacle en plein culte devant des fidèles médusés. C'est en fait la face visible d'un conflit qui perdure et qui a pris des tournures inquiétantes depuis le début de l'année. La faction qui gère actuellement l'église se défend. Le président continue donc à instrumentaliser donc un certain nombre de personnes à l'église de Yaoundé. À la tête de ce nombre de personnes se trouvent donc 2 fonctionnaires de police, dont l'un est commissaire, l'autre est officier de police. Le sous-préfet a trouvé qu'il y avait 2 camps, justement le camp des policiers, représenté par 2 fonctionnaires de police, et le camp de pasteurs, représenté par moi. Et le président national donc vient s'ingérer donc pour donner son aval. Et d'ailleurs, nos textes ne permettent pas à un président national de venir s'ingérer dans la gestion interne d'une communauté parce que nous avons une certaine autonomie dans la gestion. En face, il y a une autre faction qui a été vomie, mais qui bénéficie de l'onction du président de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Malheureusement, du fait de leur statut de fonctionnaire de la Sûreté nationale, il nous est impossible d'avoir leur version des faits. Joint au téléphone, les frondeurs crient eux aussi à la manipulation et disent être dans leur bon droit. Toujours est-il que c'est fort de ce bicéphalisme qui ne dit pas son nom et des multiples menaces à l'ordre public et à la paix sociale que le préfet du Fundi a ordonné la fermeture de ce temple du désordre le 2 mars dernier au grand désarroi des fidèles qui ne savent à quel saint se vouer. C'est vrai que j'ai appris ça, mais je ne croyais pas. Je ne croyais vraiment pas parce que
C'est un problème qui existe depuis, mais bon, on pouvait résoudre, pas quand même fermer la maison de Dieu. L'histoire de l'eau, mais à ma grande surprise, je trouve qu'on a fermé l'église. On espère que ce n'est pas pour longtemps que, parce que c'est vraiment tenu. On espère vraiment que ça va bien se passer, on va venir ouvrir. À ma grande surprise, je vois comment on a célébré vrai. Je suis obligé de rentrer. Et je suis sur la moto, je suis venu juste pour voir si on a célébré vrai. Il faut que le gouvernement puisse faire quelque chose pour qu'il décèle au moins. Mais il faut qu'il arrange d'abord le problème. L'incertitude est d'autant plus grande que chacune des parties campe sur sa position. D'ailleurs, l'affaire a été portée devant les juridictions compétentes. Quant aux fidèles, ils s'en remettent à l'arbitrage de ces autorités, à moins que le Saint-Esprit ne descende pour apaiser les cœurs de ceux qui se battent pour le contrôle de la paroisse de Nilon de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Des accidents mortels de la circulation, la crise sanitaire et les défis sécuritaires étaient au cœur du discours de la doyenne âge à l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. Laurentien Koafege ignore le mauvais état de la route pour ne fustiger que la mauvaise conduite parmi les causes des récents accidents survenus à Tchang et à Ndikinimeki. La députée RDPC évite les préoccupations autour du vaccin anti-Covid, mais exhorte les populations à se ruer sur le vaccin contre la poliomyélite qui fait des ravages au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Dans l'attente de l'élection d'un nouveau bureau, c'est la doyenne d'âge qui prend la parole sur le perchoir de l'hémicycle. L'honorable Laurentine Koafege dénonce les tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais au sein de l'UDC, l'on souhaite qu'au-delà du discours, la question de la crise anglophone soit véritablement inscrite à l'ordre du jour de cette session parlementaire. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous attendons à ce qu'on aille plus loin que le discours en inscrivant à l'ordre du jour de cette session le débat sur la crise anglophone. Cela permettra au Parlement, plus de 4 ans après le déclenchement de cette crise, de donner sa vision dans la gestion de cette crise et d'apporter des solutions pour qu'on aille à la résolution définitive de la crise, parce que seule la résolution de la crise arrêtera ces crimes crapuleux que nous décrions dans le discours. La doyenne d'âge fait également savoir que cette fois, les députés sont prêts à accomplir pleinement leur mission en ce qui concerne notamment le contrôle de l'action gouvernementale. Il était temps, clame-t-on au PCRN, d'autant que gabégie et désinvolture dans l'utilisation des ressources ont longtemps fait leur lit au sein du gouvernement. Il y a un peu trop de désordre dans le gouvernement, un peu trop de gabégie, un peu trop de laisser-aller, un peu trop de condescendance. Et les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ça peut se voir dans leurs attitudes. Des fois, quand ils viennent ici au Parlement, comme ils sont du RDPC et que c'est leurs camarades qui sont majoritaires à l'Assemblée, ils pensent qu'ils peuvent faire du pays ce qu'ils veulent. Que la doyenne d'âge les dit, j'espère qu'elle trouvera dans sa sagesse la force de traction pour que cela puisse véritablement voir le jour. L'un des aspects sur lesquels les députés devront redoubler de vigilance, c'est l'exécution des travaux de construction des routes. Il semble qu'à ce niveau, la gestion des fonds n'est pas tout à fait claire, selon le STF. Les députés doivent effectivement contrôler où vont les fonds chargés de refaire nos routes. Et ça a été notre souhait, nous avons bagarré et c'est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Nous allons débattre, on va voir effectivement si les fonds destinés pour refaire les routes sont utilisés dans le bon sens. La session parlementaire qui s'ouvre s'annonce houleuse. Les membres du gouvernement qui répondront aux questions orales des députés devront bien préparer les arguments pour convaincre. En écologie, Maître Tchakounte Paché entame la marche vers sa dernière demeure. La levée de corps du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun s'est déroulée hier à la garnison militaire de Douala. C'était au cours d'une cérémonie riche en émotions. Cédric Chouna, Innocent Abega, Jean Pochouniat. À la morgue de l'hôpital militaire de Douala, la corporation des avocats, les amis et toute une famille pleure Maître Tchakounte Paché Charles, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, décédé le 4 octobre 2020 en France des suites de maladie. Parce que c'est quelqu'un que j'ai accompagné durant les dernières heures de sa vie. Et lorsqu'il prenait l'avion pour partir en France, il m'a dit « Dorothée, je serai à ton mariage le 21 novembre 2020 ». Malheureusement, il n'est pas venu.
Rapatriée au Cameroun le 23 novembre 2020, la dépouille de Tchakounte Pathé Charles quitte la garnison militaire après y avoir séjourné pendant 3 mois et 16 jours. Une attente interminable due à la brouille entre l'ordre des avocats et le gouvernement à propos des brutalités policières qu'avaient subies les avocats au tribunal de première instance de Douala-Bounandjo. Une querelle qui poussait la famille du défunt à refuser les hommages judiciaires à rendre au défunt en pareille circonstance. Au-delà de ces tiraillements qui n'avaient que trop duré, le corps des avocats est unanime sur les grandes valeurs qu'incarnait feu maître Tchakounte Pathé Charles. Son sens philanthropique, être au secours même déjà en fait de ses jeunes confrères, de ses membres, et je pense que son sens, son franc-parler m'aura beaucoup marqué. Et vous pouvez déjà en fait voir ses sorties quelques mois même déjà avant son décès. Donc un homme, je puis simplement dire aussi, c'était un envoyé de Dieu. Il a accompli une mission. Il nous laisse, il laisse le barreau du Cameroun orphelin. Il avait tellement beaucoup de choses encore à faire. Et c'est à cet instant-là que le Seigneur le rappelle. Malheureusement, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Et nous devons respecter sa volonté. Pour les avocats des régions du nord-ouest et du sud-ouest, Tchakounte Pathé Charles est l'unique bâtonnier à avoir pris à bras le corps la cause anglophone dans la défense de la common law au Cameroun. Maintenant qu'on les a perdus, on ne sait pas si lui qui va lui remplacer, si ce n'est pas un avocat de nord-ouest ou sud-ouest, va continuer dans le même chemin. Ainsi, après la levée de corps, suivi d'un tour éclair devant la cour d'appel du littoral et à son cabinet au quartier Aqua, et la veillée à son domicile à Bonapriso, maître Tchakounte Pathé Charles reçoit finalement ce vendredi ses hommages judiciaires à la Cour suprême à Yaoundé avant de mettre le cap pour Baroque, son village natal dans le département d'Undé. Premier bâtonnier de l'ordre à décéder en fonction, maître Tchakounte Pathé Charles range définitivement sa toge à l'âge de 57 ans. La fin de tumultueux obsèques qui auront fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux judiciaires au Cameroun. Et ce publie un reportage, environ 500 étudiants de l'Institut universitaire de l'Estuaire qui ont reçu leur parchemin de fin de formation, les permettant d'affronter le monde professionnel. Et nous aurons cet élément avant la fin de ce journal. Mais avant, la deuxième partie avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Babisai. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. The Center for Human Rights and Democracy in Africa, CHADA, documents a series of human rights violations in the northwest and southwest regions of Cameroon between the month of October 2020 and February 2021. In its latest report, we are going to be getting greater details with Quine, that is Kelvin Quine, who is the human rights officer of that center. Take a listen. Good evening, televiewers. My name is Kelvin Quine. I am the Human Rights Officer for the Center for Human Rights and Democracy in Africa. This evening, we just issued a report on the human rights situation of the northwest and southwest regions of Cameroon. And this report details atrocities committed against the civilian population by the defense and security forces on one hand, and the non-state actors on the other hand. This report focuses on events from October 2020 to February 2021, and some of these atrocities include, among others, extrajudicial executions, arbitrary arrests and illegal detentions, retaliatory attacks, the use of improvised explosive devices, torture, wanton destruction of property. We also documented cases of attacks against schools and arson of homes and villages, as well as abductions and kidnappings. In the report, we also shed light on some of the actions of the international community and the recommendations on how to
resolve the crisis in Cameroon, and we ended with recommendations to the stakeholders on how to ensure accountability, justice as a step towards finding a solution to the crisis in Cameroon. This report enumerated atrocities which have been affecting women and children seriously, and we gave recommendations on how the government can do to resolve the crisis in Cameroon. And one of the recommendations is the fact that there must be accountability for the crimes which have already been committed, and we commended the government for the actions they took by investigating the Ngabu massacre, which identified 3 soldiers, and these soldiers are under trial for killing at least 21 unarmed civilians. And we recommended to the government to ensure that every other atrocity that has been committed in the crisis should also be investigated, and all the perpetrators involved to be brought to book. Thank you. Akem Kelvin Quine, Human Rights Officer for the Center for Human Rights and Democracy in Africa, Chad, speaking there. Right now, on to something else. Inhabitants' access to potable water remains a major problem for inhabitants of Limbe in the southwest region of Cameroon. These inhabitants have to cover several kilometers in order to have access to the precious liquid. More with Davison Maimo from Limbe. The seaside resort city of Limbe is undoubtedly among the few cities or towns in Cameroon still running public taps. Inadequate and regular flow of potable drinking water remains a serious issue, despite being blessed with so many streams and rivers. The taps are crowded with containers each time water flows. It's not been consistent. We have been having crisis, sometimes 2 days before the water comes back. We're having serious crisis with water. Denizens trek considerable distances, some using motorbikes and vehicles in search of this precious liquid. Some places have water. Actually, about, I don't know, about 2 weeks now. City dwellers say the situation was made worse during Shan. They have to block water and send all the water to the stadium. All the water has to go to the stadium before, after the Chan, for have water. People can have water. Every effort for this reporter to get to an official in charge of water distribution met with bottlenecks. Nonetheless, to curb the situation, the well-to-do have embarked on drilling of boreholes, which they equally assist nearby communities. You can see from distance right down there, that people coming from with containers far away, for more than 1 kilometer, just to come and carry water here. So a volunteer like this person who have been helping us here, who has decided to help the community here, we don't know how to thank him. Sub-divisional councils are to engage in the putting in place of public boreholes within some neighborhood to salvage the situation. Added to this, the mayor to the Limbe 2 Council, Chief Ndivewuka Daniel I, is fine-tuning a project to develop some water project scheme within his municipality. Water engineers say the city of Limbe is not supposed to have water crisis, given that there is abundant flow of natural water that could be harnessed with the cheapest cost, as the topography provides for free atmospheric pressure in the distribution process. The entire nation risks being in the dark if inhabitants of Afanayo are not compensated. Afanayo is located in the Yaoundé 3 subdivision. The inhabitants have blocked the Vélin Dam, where energy is said to be tapped and distributed to the entire nation. More with Smart Jikan Gabriel. Inhabitants of Afanayo say no work will continue if they are not compensated. No compensation, no work. According to them, they were fooled in the ongoing construction work to transport
electricity from Membele Dam to Yaoundé. Là où nous sommes, c'est là où il y a les gros trous. Where this hole is found, it is my land. I used to have a cocoa farm here. That was what I used to take care of my 3 kids. Allez, et comment faire? Look at the house of a Cameroonian citizen in Yaoundé after they come and destroy without compensation. After suffering from many damages, the victims are in desperate need to be compensated. J'ai 3 maisons. I have 3 houses here. They want to remove us. Where are we going to stay? No compensation, no work. Passer en haut de nos maisons. We used to have a medicinal plant here. Unfortunately, due to the ongoing work, all have been destroyed. Je suis veuf. I am a widow. I have children to feed. No payment, I will die. Les avocats, tout, plus de 500 mètres carrés. For their voices to be heard, the victims suffering after the land were seized block ongoing construction work, forcing the project manager to descend to the field. The PM has given me instructions to accelerate your payment. The money is already available. Immediately the order is out, I will pay all of you. We need your indulgence, but before the electricity line passes, you will have your money. Avant que la vraie ligne passe, vous serez déjà indemnisé. Mais il faut commencer par mettre les pylônes. The population, after listening to the project coordinator, say they have been so patient waiting for their compensation. 2 mois c'est trop, je peux mourir. 2 months is too much to say that the pipes will pass before paying us. I say no. Avant de nous payer, je dis non. Mon frère. The head of the project will further tell the population that if the energy from Membele does not reach Yaoundé by June, Cameroon will be in darkness. Before Afanoyo 2 in Yaoundé 3 subdivision, it was the population of Konzok at Nsimalen who protested to demand for them to be compensated. We stopped the transportation of electricity supply from Yambezang in the south to Yaoundé in the central region. We leave Afanayo subdivision, the Yaoundé 3 subdivision, to the west region where craftsmen of that area say COVID-19, the exportation of raw materials and the non-consumption of craft product accounts for the death of the craft sector in Cameroon. They were speaking during the inauguration of the Handicraft Center in the West region, precisely in Bafoussam. More with Innocent Aze. The West Handicraft Center finally witnessed its inauguration 11 years after its foundation stone was laid. This structure that swallowed the sum of about 7 million francs CFA had its realization deadline extended several times. Avec l'inauguration du village artisanal régional de Bafoussam aujourd'hui, despite the delay to construct this handicraft center, there is need to express delight because the center will allow enough room for the diverse communities in the West region to expose and showcase their cultural treasures and results of their craftsmanship. Dispose de trésors artisanaux et culturels. It will also serve as a tourist attraction. Des visiteurs, des touristes viendront à la rencontre du riche patrimoine artistique et culturel des peuples de Grassfield. Opening of this center happens at a time when the COVID-19 pandemic has adversely impacted growth of the craft sector in the West region. Craft works have also been hampered by the exportation of raw materials to foreigners, while the local population barely struggle to produce a few. Le bois que nous travaillons ici n'est pas toujours d'une bonne qualité puisque the wood species we use is not of good quality. Quality ones are fair and exported. We consume, if not second, then a third grade, whereas priority should have been ours. Être d'abord utilisé ici. Le plus grand problème c'est the greatest problem we face is that handicraft is not honored to a high level in our country. The University of Boza was created, but unfortunately, training goes on without practicals on the handicraft. Qui se forme sur quoi?
Ils se forment sur quelle base? Ils ont seulement les diplômes. Wishes of the craftsmen are that exportation should stop, importation kept aside, consumption of homemade products should be encouraged. Pour notre secteur, il faut d'abord préparer des choses, les trucs importés. Qu'on met d'abord ça à côté, qu'on consomme nos produits nationaux. This, according to the craftsmen, will develop the handicraft sector. We'll now be taking you to the French language where we'll be having some advertisers with you, Julian Babesai. Once more, good day to you. Good day to you, Immaculate Forgoué. Je vous le disais il y a peu, mesdames et messieurs, environ 500 étudiants de l'Institut universitaire de l'Estuaire ont reçu leur parchemin de formation les permettant d'affronter le monde professionnel. Reportage. Remise des parchemins à l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Ce sont plus de 500 récipiendaires qui ont reçu leurs attestations de fin de formation lors d'une cérémonie présidée par le promoteur de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, le Dr Ignace Foyette. Une performance qui porte cette institution de choix dans la formation professionnelle à la tête du classement national aux résultats obtenus aux examens de BTS en 2015, 2019 et maintenant 2020. Nos résultats aux examens nationaux démontrent notre savoir-faire. Notre installation actuellement au Gabon et notre future installation au Tchad démontrent également notre expertise sur le plan national et international. Donc nous sommes heureux de continuer à participer à cette œuvre, la celle de l'éducation. C'est clair que nous n'avons pas pu inviter tous nos lauréats parce que 500 c'est à peine le 10e de nos lauréats, mais dans le respect des conditions sanitaires actuelles, nous n'avons invité que les meilleurs. Une performance que l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire doit à un système éducatif de pointe et un suivi permanent de ses étudiants. Je vais avouer que le secret de ce projet pédagogique est particulier. Il se regroupe, se résume à une panoplie de 10 secrets. Le premier secret, c'est qu'une fois que l'étudiant, l'élève du terminal, l'étudiant de BTS, de licence est admis chez nous, il est rapidement soumis à un projet professionnel et personnel de l'étudiant, le 3PE. C'est un outil très performant qui sert comme outil d'insertion professionnelle et universitaire dès l'admission chez nous à l'université. C'est un système de cours aussi doté de dictaphones. C'est un appareil miniaturisé, le professeur est obligé de faire cours avec autour de son cours. C'est un appareil qui permet d'enregistrer le cours du professeur, si bien que l'étudiant qui était absent peut de façon reposée revoir et écouter ce cours comme s'il était présent, et même celui qui était présent peut de façon naturelle essayer de revoir ce cours tranquillement à la maison et revoir les endroits où il y avait pratiquement ambiguïté. Le troisième secret, c'est des compléments de diplôme. Nous avons à INSAM des compléments de diplôme, c'est-à-dire certification, Cisco, Microsoft, Saisari, par nos partenaires américains et indiens, télémédecine, medical home care, ça dépend des filières, industrie, gestion et santé, voilà. Fort de ces résultats parlants, l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire ambitionne désormais de passer au statut d'université autonome. Cet institut a pour ambition, comme la plupart des instituts privés d'enseignement supérieur, de passer à l'échelle supérieure, qui est celle d'être une université autonome. Bien sûr, le passage d'un institut supérieur à une université autonome passe par certains paliers que nous sommes en train de traverser au fur et à mesure. La réalisation d'une ambition pour laquelle le promoteur de l'institution, le Dr Ignace Foyette, s'est doté d'un renfort de poids en la personne du professeur Anaclet Fomété, recteur honoraire de l'université de Nchang, et par ailleurs sénateur de la République. Il faut se le dire, le chemin est long. Il y a des aspects de recherche, il y a des aspects de formation, il y a des aspects de diversification, toutes choses qui doivent conduire à cela. Donc c'est une vision qu'il a dessinée, que nous avons ensemble dessinée. Et de ce point de vue, nous ne faisons que suivre, n'est-ce pas, la voie tracée par le législateur. N'est-ce pas? Donc nous avons bon espoir que à court ou moyen ou long terme, l'INSAM deviendra une institution homologuée, c'est-à-dire autonome. L'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, c'est 4 écoles formant dans le domaine des affaires et du management, des technologies, des sciences appliquées à la santé et de la formation professionnelle. L'Institut universitaire de l'Estuaire, c'est plus de 12 campus à travers l'Afrique centrale, et notamment dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Libreville et N'Djamena.
l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, la passerelle vers une insertion professionnelle réussie. Et ce public reportage met un terme à cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Juste après, votre quotidien santé.